Bienvenue pour ce nouvel épisode de saison 2 des Temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Bonjour Maude. Bonjour Christine, bonjour à tous. Eh bien, pour ce 8e épisode, nous vous proposons de revoir le concept du bilan de compétences et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique Walter, coordinatrice CIBC Formation Conseil, et Bruno Burgoun, directeur du CIBC de la Nièvre. Bonjour à tous. Bonjour à nos Bonjour invités. Christine. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Maud. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point sur l'organisation. Vous avez à disposition dans la barre de tâches en bas de votre écran une rubrique de chat qui vous permet de commenter ou lancer des échanges et une rubrique questions pour interroger nos invités. N'hésitez pas à les utiliser. On reprendra les questions en fin de webinaire. Très bien. Merci Maude. Eh bien, donc, je vais donner la parole à nos invités et je leur pose la première question, c'est qu'est-ce que le bilan de compétences? À toi, Véronique. C'est en effet un rappel puisque le bilan de compétences, il existe à titre expérimental depuis 1986 et qu'il est inscrit dans la loi depuis 1991. Les CBC le portent depuis sa création et puis sont devenus des experts reconnus par les instances de la formation professionnelle. Donc oui, c'est une démarche individuelle, volontaire. Sur le principe, personne ne peut ni obliger ni interdire à quiconque de s'engager dans un bilan de compétences, même si on va le voir après, c'est un postulat qui est quelquefois mis à mal par des considérations, on pourrait dire, très bassement matérielles, mais c'est ouvert à chacun. C'est vraiment tout public, quel que soit le statut, l'âge, le secteur professionnel ou quoi que ce soit d'autre. C'est une démarche qui est très, très cadrée par le Code du travail et c'est destiné à toute personne qui ressent le besoin de vérifier ou de construire un nouveau projet professionnel en s'assurant que la nouvelle cible correspond à un axe qui est réaliste, réalisable. Réaliste, c'est vraiment par rapport à la personne. Réalisable, c'est par rapport au bassin d'emploi, vraiment par rapport à un ancrage économique. Et au niveau de l'habillage administratif, le bilan de compétences, il est assimilé à une action de formation. Le bilan de compétences, il est totalement personnalisé. Ça peut paraître une évidence puisque ça peut pas se traduire en une prestation complètement standardisée. Il faut évidemment, bien sûr, que le bilan de compétences prenne en considération la situation d'un bénéficiaire, sa situation actuelle lorsqu'il démarre le bilan de compétences, ses besoins, ses objectifs, ses attentes. Et donc, ça correspond vraiment à une individualisation complète des parcours de bilan. C'est d'autant plus facile que le bilan étant complètement soumis au secret professionnel, il se réalise sous forme d'entretien individuel. Il n'est pas question qu'une personne soit amenée à s'exprimer devant des tiers. Et donc, c'est particulièrement propice à la personnalisation des parcours. Malgré tout, on va pouvoir retrouver des grands axes à chaque fois de travail dans le bilan de compétences, puisque le plus souvent, on va trouver un inventaire des intérêts et des motivations de la personne pour permettre leur analyse. On va trouver une identification des grands traits de la personnalité et puis du comportement personnel d'une personne en milieu professionnel de façon à faire émerger l'environnement de travail qui lui convient le mieux, vraiment celui dans lequel elle a le plus de chances de s'épanouir. On va trouver un travail d'élaboration de pistes professionnelles et puis évidemment un travail de confrontation de ces pistes au marché de l'emploi, toujours par rapport à la vérification de l'ancrage économique, vérifier que ça sera, comme vous voyez tout de suite, réaliste. Et lorsque le projet peut être validé par la personne, c'est toujours la personne qui valide son projet, même si évidemment elle peut s'appuyer sur l'accompagnement de son conseiller bilan pour pouvoir arriver à cette validation. On en arrive à mesurer les écarts qui sont susceptibles d'exister entre son profil actuel et puis les prérequis justement du projet qu'elle valide, de façon à ensuite pouvoir lui proposer, lui préconiser un plan d'action étape par étape
qui peut passer par des actions de formation, qui peut passer par de la VAE, qui peut passer par de la découverte de tous les dispositifs de formation ou autres qui vont lui permettre vraiment de concrétiser son projet. Tous les résultats, toutes les productions écrites d'un bilan de compétences sont remis aux bénéficiaires, vraiment en exclusivité. C'est le bénéficiaire qui est le seul propriétaire à la fois de la démarche et des résultats de son bilan. Tout ce qui sera rédigé sera remis soit au fur et à mesure, soit au plus tard lors de l'entretien de restitution des résultats du bilan. Et ça, c'est vraiment exclusivement. Tout ce qui n'est pas remis aux bénéficiaires parce que ça ne serait pas exploitable simplement, c'est automatiquement détruit. Et au niveau du document de synthèse générale, là aussi, si le bénéficiaire le souhaite, il peut nous donner l'autorisation de conserver un duplicata de ce document pendant 3 ans. Ça, c'est une nouveauté, hein. Jusque dernièrement, le délai maximum de conservation, il était d'1 an. Il vient de passer à 3 ans. C'est sur autorisation écrite du bénéficiaire qu'on peut assurer cette conservation-là. Sinon, automatiquement et immédiatement, c'est détruit chez nous. On attire à chaque fois évidemment l'attention des personnes sur le fait que si elles-mêmes l'égarent, c'est vraiment une perte définitive et c'est toujours pour respecter le Code du travail. Au-delà du contenu et puis de la formalisation des résultats, il est important de savoir que tout prestataire de bilan, s'il veut pouvoir bénéficier des dispositifs de financement de droit commun qui permettent à un bénéficiaire de financer son bilan de compétences, doit obtenir et puis surtout faire vivre, renouveler très très régulièrement une certification qualité. Les CIBC, on a une certification qui nous est spécifique, qui s'appelle OPCACT. C'est un label qui est destiné à reconnaître la qualité d'un organisme de bilan de compétences et d'accompagnement qualité totale. Et ça, c'est une labellisation qui est extrêmement rigoureuse parce que si, à titre de comparaison, on le rapprochait des certifications Calliope classiques, Calliope compte 32 indicateurs pour la certification. Pour le label OPCACT, on en est à 79. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus complet. La durée d'un bilan de compétences, on va le voir un petit peu plus tard, il peut y avoir différents formats qui peuvent être proposés. La durée maximum, elle sera de 24 heures. 24 heures qui sont loin d'être consécutives, elles s'étalent d'une façon vraiment très, très volontaire sur une amplitude moyenne de 3 mois. Ça s'explique par le fait qu'il peut y avoir des travaux personnels à réaliser par le bénéficiaire. Ça s'explique aussi par le fait qu'il faut lui laisser un temps de réflexion entre chaque séance. Si on mène les rendez-vous à un rythme trop rapproché et que quelque part on le prive de ce temps de réflexion, finalement on va finir par, entre guillemets, bâcler un petit peu le travail et il ne pourra pas espérer obtenir les mêmes résultats. Il faut vraiment qu'il y ait ce temps de maturation entre chaque séance qui soit possible. Ça peut être mis à profit aussi, ces interséances, pour des petites actions qu'il peut mettre en place par rapport au fait de devoir confronter son projet à la réalité du terrain. Le plus souvent, le bilan se réalise en dehors du temps de travail du bénéficiaire, même si rien ne lui interdit de solliciter son employeur pour une autorisation d'absence. Mais comme le plus souvent, c'est une démarche qui se réalise en totale confidentialité vis-à-vis de l'employeur lorsqu'il s'agit d'un salarié, automatiquement, ça sera hors temps de travail. Le rythme moyen, c'est 1 ou 2 rendez-vous par semaine. La durée varie entre 1 heure, 3 heures maximum, vraiment maximum, parce que c'est vraiment un vrai travail très, très intensif, hein. Le contenu des entretiens qui vont se dérouler entre un conseiller et puis le bénéficiaire, ce sont de vrais échanges très, très approfondis. Et au-delà de 3 heures, il est complètement inutile de poursuivre un travail parce que la personne n'arrive plus à se concentrer et c'est complètement normal. Et tout ça, ça nous amène, CIBC, ça fait partie d'ailleurs de la certification OPCACT, ça nous amène à adapter nos horaires en fonction des contraintes professionnelles et personnelles d'un bénéficiaire.
ça nous amène aussi à proposer une multimodalité des rendez-vous, puisque traditionnellement, évidemment, c'était des rendez-vous en présentiel, mais de plus en plus souvent, c'est une habitude qui date évidemment de la crise sanitaire, qui nous a appris à travailler un peu autrement. On peut intercaler, quand ça ajoute un petit peu de souplesse à l'organisation d'un parcours de bilan, des entretiens réalisés à distance, soit par téléphone, soit par visio. Et donc, pendant le bilan, il est tout à fait possible de mobiliser d'autres actions et puis de l'articuler avec d'autres dispositifs. Par rapport à la confrontation des pistes de projet à la réalité du terrain, on se tourne de plus en plus vers des possibilités d'immersion en milieu de travail, alors soit par le biais d'une convention d'immersion, soit par une convention PMSMP, c'est-à-dire période de mise en situation en milieu professionnel, qui, même si initialement c'est un outil de maintenant France Travail, anciennement Pôle emploi, cette PMSMP, un salarié peut tout à fait en bénéficier. On verra après comment, pourquoi. Ça peut aussi se faire dans le cadre d'un essai encadré. L'essai encadré, ça s'adresse aux personnes qui réalisent un bilan de compétences alors qu'elles sont en arrêt de travail, pour que les personnes en question soient complètement couvertes et à la connaissance du service social de la CARSAT, de la Caisse primaire d'assurance maladie, si il leur arrivait quoi que ce soit lorsque ces personnes sont dans les locaux d'une entreprise pendant un arrêt de travail et qui plus est n'a rien à voir avec son employeur actuel, que vraiment la personne n'ait aucun souci. Et ça permet, ces immersions au milieu de travail, bien sûr, une observation vraiment sur le terrain des conditions d'exercice des métiers sur lesquels la personne, pendant le bilan, commence à se projeter. Au-delà de toutes les informations documentaires qu'une personne peut évidemment obtenir pendant son bilan de compétences, ça permet de voir vraiment l'aspect plus pratique. Ça va au-delà de la théorie. Encore une fois, des conditions d'accès, des conditions d'exercice, de comment ce métier se vit au quotidien, qu'est-ce que ça peut entraîner comme menus événements tout au long d'une journée de travail. Il y a également les enquêtes métiers qui permettent d'interviewer des professionnels sur leur vécu, possibilité d'évolution, salaire moyen, prérequis, comment on accède à ce poste, etc. Et puis, l'action connexe qu'on peut mettre en place pour les personnes qui peuvent en relever, c'est évidemment l'orientation vers le conseil en évolution professionnelle. Il y a différents opérateurs qui sont tous désignés par le ministère du Travail d'une façon spécifique par rapport au statut professionnel du bénéficiaire. Les salariés peuvent s'orienter vers Avenir Actif. Un cadre peut s'orienter vers la PEC, un demandeur d'emploi vers Pôle emploi, j'allais dire France Travail, pardon. S'il s'agit d'un jeune de moins de 26 ans, il peut recontacter son conseiller mission locale. Et puis, s'il s'agit d'une personne qui bénéficie d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, cette personne peut s'orienter, si elle est suivie, par Cap Emploi également. Ça permet de poursuivre le travail d'accompagnement de la personne une fois qu'elle a validé son projet pour continuer à lui fournir un appui technique jusqu'au moment où elle l'aura réellement concrétisé, mis en place. Alors justement, voulais vous poser la question, comment est financé le bilan de compétences? Bruno, à toi. Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Eh bien, donc, j'ai la lourde charge de vous expliquer le financement du bilan de compétences. Mais vous verrez, c'est pas si compliqué que cela. Donc, il y a eu une réforme, hein, tous et toutes, vous êtes au courant, la réforme de 2018, qui a monétisé donc le compte professionnel de formation, donc et créé un deuxième volume, je dirais, de ce compte professionnel de formation qui existe déjà depuis 2014, hein, je le rappelle euh, quand même, hein, donc c'est pas une nouveauté, hein, le compte professionnel de formation, mais monétisé différemment donc sur 2018. Et donc, le DIF, vous l'avez tous connu, était une propriété, une copropriété entre le salarié et l'entreprise. Aujourd'hui, le compte professionnel de formation est une propriété exclusive du salarié.
salarié. Donc, il a toujours un accès qu'il peut créer. N'oubliez pas que pour commander toute formation sur le CPF ou bilan de compétences, etc., il faut être sur France Connect et avoir déjà son identité numérique. Ça, c'est très important aussi. Et donc, vous avez un catalogue de formations éligibles au compte professionnel de formation et le bilan, comme vous l'a dit précédemment Véronique, est bon, voilà, une action de formation. Donc, vous retrouvez le bilan sur ce catalogue, donc sur le compte professionnel de formation. Donc, autonomie du salarié total, c'était ce qui était voulu par les partenaires sociaux, l'État, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis un catalogue très important avec donc des opérateurs en formation, en bilan de compétences, en accompagnement VAE. Et donc le salarié, en toute autonomie, peut, selon ses besoins, sans en référer à quiconque, c'est ça aussi qui est intéressant, donc peut commander la formation qu'il souhaite. Donc, il y a une notion aussi sur le CPF, notamment donc d'autonomie, mais aussi d'un choix énorme de formation pour lequel il faut quand même être relativement affûté pour choisir la formation qui irait le mieux aux salariés. Donc ça, c'est important aussi, et vous verrez plus tard le rôle que nous pouvons jouer dans le cadre d'un bilan de compétences, ensuite pour l'aiguillage sur des formations qualifiantes, élaborées avec des procédures, etc., etc. Euh, Ça, pour les salariés du secteur privé, ils sont liés au compte professionnel de formation. Le compte professionnel de formation pour les salariés du secteur privé, c'est vaste, c'est le salarié en CDI, en CDD, c'est le salarié qui est aussi en contrat de travail de type intérimaire. Même les demandeurs d'emploi qui ont collecté peuvent aussi en toute autonomie mobiliser leur CPF. Le CPF ne s'éteint pas quand vous changez de statut. Ça, c'est important. Et la collecte est toujours présente et active. Alors, par contre, si on change de statut, on est sur les agents de la fonction publique territoriale, ils ont aussi un CPF. Ce CPF existe et il est encore exprimé en heures et il peut être mobilisé pour faire du bilan de compétences. Et il nous arrive très régulièrement, les CIBC et particulièrement le CIBC de la Nièvre, de réaliser des bilans de compétences pour les collectivités territoriales. La seule procédure quand même qu'il faut retenir, c'est que l'agent de collectivité territoriale doit rencontrer son employeur ou sa RH pour mobiliser ses heures. Voilà. Il peut aussi rentrer en contact avec avec son centre de gestion pour avoir de plus amples informations, puisque les centres de gestion territoriaux peuvent répondre aussi à ces questions de type formation, bilan de compétences, point de carrière. Autre statut, la fonction publique hospitalière. Donc là, c'est très pratique pour eux, puisque la fonction publique hospitalière on peut considérer un OPCO de branche qui s'appelle l'ANFH. Et l'ANFH, permet à tout agent de la fonction publique hospitalière, qu'il soit sur des services administratifs dans le soin, etc., de bénéficier du bilan de compétences. Et ils ont simplement à remplir un dossier, choisir l'opérateur qui leur semble le plus intéressant pour eux, et ils font le bilan de compétences. Alors, il peut être fait avec l'accord de l'employeur du service en question, c'est-à-dire l'employeur peut donner le bilan de compétences sur le temps de travail, mais aussi ils peuvent le faire pour des raisons qui leur sont propres, éloigné de l'employeur, sans prévenir l'employeur.
Dans tous les cas de figure, c'est très très important. L'ANFH, donc il y a vraiment un cloisonnement. Donc l'ANFH le met au courant personne, ni employeur, ni les services, que un agent a demandé un bilan de compétences. Voilà. Donc il y a vraiment une déontologie qui est stricte et éminemment respectée. Donc, en cas de, oui, on vous le dit dans le diaporama, en cas d'insuffisance de droits CPF, le compte peut être abondé par ses titulaires. Donc, il peut, par ses fonds personnels, abonder. Un employeur aussi peut abonder un bilan de compétences, mais il y a aussi les OPCO de branche. Il peut y avoir aussi, dans le cas d'un demandeur d'emploi, euh, Pôle emploi qui peut abonder éventuellement si la personne a besoin d'un bilan de compétences. Donc, il y a toute une mécanique selon les statuts qui peut être intéressante si la personne ne dispose pas des fonds suffisants. Euh, alors voilà, donc je vous parlais d'OPCO tout à l'heure, donc ça fait le lien avec la suite du diaporama. Le bilan de compétences, et ça on en parlait dans notre réunion de préparation avec Véronique, on dit oui, le bilan de compétences, c'est pour de la reconversion, je veux changer de métier. Tout à fait. La voilure du bilan de compétences et son objectif vous y amène à construire un projet professionnel nouveau, à réfléchir sur une reconversion professionnelle. Pas de souci, c'est la nature du bilan de compétences. Néanmoins, le bilan de compétences, on ne l'utilise, à mon avis, pas suffisamment au niveau des entreprises comme une prestation de gestion de carrière des salariés. Et ça, s'il y a des employeurs en ligne aujourd'hui sur cette visio, je leur adresse un message, hein, comme je le fais régulièrement dans la Nièvre. Attention, c'est intéressant pour l'entreprise de peut-être passer le bilan de compétences sur le plan de développement des compétences adossé à un OPCO de branche pour pouvoir proposer aux salariés un accompagnement de gestion de carrière s'il y a des postes qui sont à viser en interne, dans le management, dans des postes qui peuvent amener à d'autres types de responsabilités, la gestion de projets, etc. Et que vous voulez, vous, employeur, eh bien, évaluer le salarié avec objectivité. C'est ça aussi la notion du manque de compétences, c'est l'objectivité de l'accompagnement peut permettre d'affûter la posture de la personne en lien avec le poste qu'elle désire ou qu'elle convoite ou que l'employeur souhaite lui proposer. Donc, c'est aussi du gagnant-gagnant, le bilan de compétences. Et c'est pas si onéreux que cela par rapport aux enjeux que peut avoir une entreprise dans le choix de salariés en interne pour tenir tel ou tel type de poste. Voilà. Donc, j'attire toujours le fait que le bilan de compétences est aussi éminemment une prestation, un support de réflexion et d'aiguillage à la gestion des ressources humaines en interne dans l'entreprise. Euh, alors, si le bilan est déclenché à l'initiative de l'employeur, donc il doit se faire naturellement avec le consentement du bénéficiaire, hein. Lorsque le bénéficiaire ne souhaite pas particulièrement garder un caractère confidentiel sur les démarches du bilan, l'employeur est informé que son salarié s'engage dans un bilan de compétences, mais il n'a pas, comme vous le précisez tout à l'heure Véronique dans son intervention, il y a toujours une confidentialité maximale. L'employeur n'a pas accès aux résultats. Alors, ce qui est intéressant, ce que nous faisons aussi communément, c'est quand justement il y a des bilans de compétences qui sont demandés en concomitance avec le salarié et puis l'employeur. Ce qui est utile de faire, à mon sens, c'est une réunion tripartite avec l'initiative du salarié. C'est pas euh, l'opérateur du bilan de compétences qui va prendre contact avec l'entreprise, mais le salarié peut initier donc un rendez-vous, une réunion tripartite pour expliquer un peu les tendances du bilan, pour expliquer aussi les choix les trajectoires
prévues et avoir une réunion vraiment d'un niveau RH. Ça, c'est important aussi. Mais ça, toujours à l'initiative du salarié dans un contexte qu'il a lui-même évalué. Euh, alors, euh, je pense qu'il faut que vous passiez la diapositive suivante, si vous, parce que j'ai Ah, pas alors, c'est ça. Bruno, Voilà. juste avant, Oui, on a en tout cas une question concernant les abondements. voilà, Et super. donc, il y a une question à savoir, un abondement en région est-il possible sur le bilan de compétences? Un abonnement Région. de la région sur un bilan de compétences. Alors, je n'ai pas de cas précis. Et puis, je pense que ce n'est pas dans les prérogatives de la région que de financer individuellement, enfin, hors de la formation, etc. Et encore pour certains types de publics, comme les demandeurs d'emploi ou certains autres types de dossiers. Mais le bilan de compétences, à ma connaissance, ne peut pas être financé par des fonds régions. Ok, merci. Excepté si la région Centre Bourgogne-Franche-Comté, pour ses agents ou d'autres régions, décident de se lancer dans une campagne de bilan de compétences. Dans ce cas, ils passeront par le bilan qu'on appelle le bilan entreprise, donc qui peut être adossé à un OPCO de branche, là qui ne sera pas le cas dans la fonction publique territoriale. Et donc, ça sera sur les fonds des agents, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec la mobilisation du CPF collectivité territoriale. Il y avait d'autres questions peut-être? Euh, oui, mais donc en fait là par contre ça portait plutôt sur la convention d'essai encadrée. Qui est Oui. signataire? Alors, je laisse répondre Véronique sur le sujet. Voilà, Véronique, elle va revenir avant. Une convention d'essai encadrée, il y a quatre signatures qui sont indispensables puisqu'il y a celle de l'entreprise d'accueil, il y a celle du bénéficiaire, il y a celle d'un opérateur qui est repéré comme légitime à signer. Donc là, ça va correspondre le plus souvent à un conseiller en évolution professionnelle qui correspond lui-même à l'opérateur qui correspond au statut de la personne. Hein, c'est ce qu'on inventoriait tout à l'heure, soit Avenir Actif pour un salarié, soit France Travail, soit la PEC, soit la mission locale, soit Cap Emploi, etc. Et puis la quatrième signature, ça va être celle de la CARSAT. Très bien, merci. Et puis donc il y a une toute dernière question, c'est y a-t-il un âge limite pour bénéficier du CPF? Hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'activité professionnelle. Qui permet donc effectivement, le CPF est attaché à la personne et donc à partir du moment où elle est en activité professionnelle, donc elle a accès à un compte personnel de formation. Dès qu'elle cesse son activité professionnelle, ce compte personnel de formation cesse également. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, Véronique et Bruno, par rapport à la question. Juste une petite précision, quand on parle d'activité professionnelle, même si ça paraît quelquefois un petit peu sujet à confusion, on considère comme actif une personne qui est demandeur d'emploi, simplement Oui. parce qu'elle fait encore partie de la population active, elle n'est pas à la fin de sa carrière. Donc une personne qui n'est pas en poste, mais qui est très très loin de la fin de sa carrière, qui est très loin, très très concrètement de faire valoir ses droits de départ à la retraite, elle dispose de son CPF. Aujourd'hui, il n'y a pas de condition de péremption qui est prévue par la loi. Merci Véronique. Je pense qu'on peut poursuivre le cours. Hein. Donc, alors c'était à moi là, cette partie-là aussi, hein, je crois. Oui, très bien. Oui, Bruno. Bon, bah, super. Donc, alors oui, CEP versus bilan de compétences. Donc ça, c'est véritablement intéressant de le repréciser. Donc, euh, le CEP, c'est un réseau qui s'appelle Avenir Actif. Alors, c'est un service public, hein, le CEP, qui est délivré par un opérateur désigné par France Compétences. Voilà, donc service de l'État
et sous appel d'offres, et des opérateurs répondent et sont aussi ensuite mandatés pour le CEP, chacun dans leur région, leur département, etc. Alors, le CEP a une particularité, c'est que le CEP est un service gratuit pour tous les salariés actifs. Alors, mais c'est très élargi aussi aux indépendants. Et puis, quand je dis salariés, c'est les salariés en CDI, en CDD, en contrat d'intérim, même en apprentissage, hein. Donc, tous les, toutes les personnes ben, qui ont une fiche de salaire et peuvent bénéficier du CEP. Tout secteur d'activité confondu naturellement. Euh, alors, les indépendants aussi, hein, vous êtes auto-entrepreneur, hein, donc vous pouvez demander un rendez-vous CEP. Donc, pour accéder à quoi, en fait, hein, le CEP, déjà, c'est un premier niveau de contact pour le salarié afin d'être informé, hein. Là, le premier niveau, c'est donner l'information en ce qui concerne des tas de sujets, le contrat de travail, la gestion de carrière, les dispositifs de financement, faire un point de carrière aussi pour les salariés qui en auraient besoin de façon flash et rapide, mais aussi d'accéder à un deuxième niveau, donc qui consiste à l'élaboration, suite à ce premier entretien, un deuxième accompagnement pour élaborer le projet professionnel de la personne et l'aiguiller sur les dispositifs ben, que vous connaissez peut-être, les dispositifs projets de transition professionnelle, étayer les dossiers, conseiller sur la formation choisie par le salarié, mais aussi mettre en place le dispositif peut-être moins connu, mais quoique démission reconversion. Donc, le CEP va donner les éléments de réflexion, d'abord dans une étape de débroussailler le terrain et ensuite de construire quelque chose. Attention, et c'est là que je fais le parallèle avec le bilan de compétences. Le bilan de compétences est une prestation, hein, une prestation complète, beaucoup plus longue, qui va mobiliser beaucoup plus d'éléments exploratoires, des évaluations comportementales, qui ne sont pas dans le conseil en évolution professionnelle. Donc, l'ajustement de la posture par rapport à un projet visé. Euh, donc ça, c'est tout à fait différent. On a un service qui permet d'ouvrir d'autres possibilités derrière, de préconiser du bilan de compétences, de préconiser un parcours de VAE, de consolider une trajectoire de formation. Mais le CEP n'est pas donc dans l'analyse de la posture professionnelle, de la mesure des écarts, etc. Le bilan de compétences est peut-être à l'issue d'un CEP une préconisation qui peut être faite pour approfondir un projet professionnel et voir d'autres voies possibles, puisqu'on a davantage de temps, voir davantage de possibilités de voies d'orientation possibles que le salarié n'avait peut-être pas explorées dans une première étape. Voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Donc, on a un côté, un service, et de l'autre côté, une prestation complète, et avec des étapes spécifiques que l'on vous a déployées tout à l'heure. Bruno, il y a quand même une question Tout à fait. par rapport à ça, c'est y a-t-il un cadre précis sur la durée d'accompagnement par le CEP ou éventuellement donc un nombre de rendez-vous maximum? Alors, il y a un volant, il y a un volant effectivement d'heures consacrées au CEP, donc qui peut être morcelé à l'initiative aussi du salarié. Donc, il a un premier niveau de rendez-vous avec
au niveau d'heure, et puis ensuite un autre niveau, et on peut l'accompagner. Alors, Véronique a peut-être plus de précision là-dessus, détaillée sur l'accompagnement CEP. Au niveau du CEP, ben, encore une fois, oui, tu l'as bien dit, Bruno, tout dépend du besoin et puis euh, de la demande de la personne. Quelquefois, la personne a juste besoin d'un seul rendez-vous qui va durer entre 1 heure et 1 h 30 parce que ça peut correspondre à un diagnostic un petit peu flash de sa situation. La personne peut avoir besoin d'un temps de réflexion avant de s'engager sur une site. Le plus souvent, quand la personne revient pour mettre en place vraiment un projet, on peut, euh, on peut voir le sujet d'un appui à l'élaboration d'un départ en formation, un appui à la démission en reconversion. Là, on va entrer sur un deuxième niveau d'accompagnement où là, le volant dont tu parlais tout à l'heure ouvre la possibilité de 6 rendez-vous qui, chaque fois, peuvent durer entre une demi-heure et 1 heure chacun. Sachant que si les 6 rendez-vous ne suffisent pas à la personne, il est tout à fait possible de repartir sur une deuxième série, à nouveau de 6 rendez-vous. Le plus souvent, ça doit vraiment suffire à répondre à tous les besoins exprimés par la personne. Voilà, donc ce qu'il faut préciser sur le CEP, donc démarche volontaire, donc les personnes, les salariés, pour vous contextualiser ça, les salariés demandent un rendez-vous, et les questions sont très variées. On peut avoir des questions du style, c'est quoi le CPF? Je veux le mobiliser, j'en ai entendu parler, ou je me suis connecté sur mon espace, mon compte professionnel de formation. J'ai vu que je pouvais contacter un CEP parce que je voudrais choisir une formation et je ne veux pas me tromper. Ça peut être une personne qui peut venir consulter le CEP. C'est quoi une rupture conventionnelle? Je souhaite demander une rupture conventionnelle à mon employeur. Je ne sais pas comment ça marche. Ou mon employeur m'a parlé, où j'ai entendu parler, où j'ai rencontré la médecine du travail, etc. Il me propose une inaptitude au poste de travail. C'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quels sont les enjeux? Enfin, donc, c'est des questions qui sont éminemment variées. C'est pour ça qu'on y accroche le mot de service. Voilà. Et donc, le CEP est une clé d'entrée à un premier niveau d'information. Et ensuite, la personne, comme vous l'a précisé donc, Véronique, si elle souhaite rentrer dans le projet professionnel, construire quelque chose, on lui indique les, euh, les ramifications possibles, les trajectoires à prendre pour solliciter les dispositifs en lien avec leur demande. Et les demandes peuvent être éminemment au droit du travail, éminemment juridiques. Donc, c'est une clé d'entrée très complète, hein, je dirais très vaste, hein. Après, si je peux me permettre, Bruno, oui, Oui, c'est vraiment euh, on n'oppose pas un CEP et bilan compétences, hein. Justement, c'est plutôt dans le cadre d'une complémentarité, sachant que le CEP répond finalement à des besoins, à des questions qui sont différentes, mais que justement, si le CEP n'arrive pas à donner les réponses qui seraient attendues par un bénéficiaire, par un salarié, c'est là que l'utilité du bilan compétences peut émerger et que dans toute la durée d'un accompagnement du CEP, cet accompagnement peut complètement être suspendu à un moment donné, le temps de réaliser un bilan compétences de façon à ce que la personne revienne ensuite vers son conseiller en évolution professionnelle avec vraiment un projet validé pour lequel, entre guillemets, il n'aurait plus qu'à chercher comment réellement le concrétiser. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'accompagnement à la mise en place vraiment concrète d'un projet. On pourrait résumer un petit peu prosaïquement les choses en disant que avec un bilan de compétences, une personne peut arriver à découvrir l'endroit où elle veut aller et savoir ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais entre savoir ce qu'il faut faire et puis le faire réellement, quelquefois, il y a encore une certaine marche à franchir. Et c'est là que, pour éviter de se sentir un petit peu démuni, le salarié, le bénéficiaire peut faire appel à son conseiller en évolution professionnelle pour justement continuer à être accompagné dans toutes les démarches qu'il aura effectuées.
Merci Véronique. Donc effectivement, on voit bien l'articulation comme elle est mise dans cette slide est vraiment intéressante entre le bilan et le conseiller en évolution professionnelle parce que c'est vraiment lui qui va pouvoir aussi accompagner l'individu sur le meilleur choix possible. Oui, ça. Bruno? Alors, dans l'offre, oui, oui, je ne perds pas le fil. Dans les bilans de compétences proposés par la Fédération nationale des CIBC, donc vous allez retrouver sur la globalité de l'Hexagone, eh bien, vous allez retrouver cette offre de bilan de compétences produite par la Fédération nationale des CIBC et que chaque CIBC, dans son secteur géographique, applique. Et donc, c'est les bilans que vous retrouvez notamment, vous l'avez bien saisi, par l'accès compte professionnel de formation. En cliquant formation sur votre catalogue et en tapant donc dans le moteur de recherche CIBC en mentionnant évidemment la région. Alors, vous pouvez être aussi géolocalisé et trouver l'ensemble des opérateurs. Alors, je précisais quand même quelque chose au niveau du bilan de compétences. Euh, Tous les CIBC préconisent, quand vous prenez contact avec un CIBC pour faire un bilan de compétences, un entretien, ce qu'on appelle un entretien, un accueil salarié ou une info bilan pour recevoir la personne hors du champ de sa commande du bilan, elle ne l'a pas faite. L'entretien est gratuit pour lui expliquer justement ce qu'est le bilan de compétences, les différentes prestations effectivement qu'on peut lui proposer en fonction de sa demande, mais naturellement aussi voir avec elle si c'est une prestation qui lui convient et qu'elle a bien saisi ensuite l'engagement que ça a conduit de mener un bilan de compétences. Voilà, il y a des étapes, il y a un calendrier, un agenda, et lui expliquer l'ensemble des ressources qui seront mises à sa disposition pour pouvoir réaliser son bilan de compétences, notre plateforme Movebox, nos centrales d'évaluation des centres d'intérêt, des comportements mieux professionnels. Donc, on lui explique tout ça. Donc, avant de commencer un bilan, d'abord un entretien gratuit où nous recevons les personnes sur un entretien de 45 minutes à 1 h 15 pour leur expliquer individuellement le déroulé du bilan et les modalités d'accès. Donc, nous avons plusieurs bilans. Donc, nous avons dans votre offre le bilan Panorama. Alors, le bilan Panorama, c'est en fin de compte l'ancien bilan de compétences qui était national auparavant, principalement financé par le congé bilan, le fonds GESI, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, on a gardé cette durée de bilan, c'est le Panorama. Donc, c'est la version classique, on va dire ça, du bilan de compétences qui existait jusqu'en 2018, que nous avons conservé dans l'offre de bilan de compétences de la Fédération nationale des CIBC. Un bilan intermédiaire qui s'appelle le dynamique, qui est de 18 heures, si mes souvenirs sont exacts, et qui permet à la personne d'approfondir un projet professionnel déjà avec quelques idées ébauchées ou déjà dessinées. Et puis, un bilan de compétences beaucoup plus court pour confirmer rapidement un changement professionnel. Et puis, il y a des personnes qui ont déjà des idées extrêmement précises et qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus flash. Et puis, il y a des personnes, il ne faut pas oublier, qu'on est sur un système, entre guillemets, de marchandisation de la formation, de ubérisation de la formation, par un catalogue qui est proposé directement à des consommateurs, entre guillemets. Et donc, on a adapté aussi une offre en fonction de la collecte qui est pour chaque salarié peut-être différente. Des salariés qui ont peut-être que 1 000 euros collectés et donc qui ont besoin de se poser pour faire un bilan de compétences, ils peuvent choisir le premier niveau qui est l'impulsion, qui est beaucoup plus court, qui est sur 12 heures et qui est moins coûteux. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, nous, on a adapté une offre en fonction
décollecte des salariés, mais aussi on s'aperçoit que les comportements changent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent des résultats rapides, hein, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, vous l'avez peut-être tous observé, c'est dans l'air du temps, le côté rapide. Donc, eh bien, on a essayé de répondre sur le plan économique et sur le plan aussi de la rapidité que veulent les gens aujourd'hui pour construire un projet professionnel. Donc, on s'adaptait aussi au comportement des salariés ou des bénéficiaires, on va dire ça comme ça, des bénéficiaires du CPI. Et puis, on a développé naturellement un bilan de compétences 100% en mode distanciel. Donc, puisque là aussi, la Covid est passée par là. Donc, on a adapté aussi par rapport à l'époque à cet événement, mais les accompagnements. Mais aussi, il faut quand même préciser que on a pu le constater dans tous les métiers, tous les opérateurs, même en formation, hein, on peut constater de l'agenda un peu tendu des salariés, en lien avec des conditions de travail qui changent. Et donc, le mode distanciel peut être aussi un mode intéressant pour un salarié qui n'a pas les moyens de se déplacer en présentiel uniquement. Euh, qui est sur un territoire rural un petit peu éloigné que de faire du distanciel. Alors, faut-il après être équipé convenablement, bien sûr. Mais dans la possibilité, on peut faire au CIBC des bilans exclusivement en mode présentiel sur des sites. Les CIBC peuvent globalement en région Bourgogne-Franche-Comté vous accueillir sur le plan départemental dans leur capitale, mais aussi ils ont des points où ils peuvent vous accueillir en présentiel dans tous les départements. Et puis, on fait aussi des bilans en mode mixte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour des économies de transport, etc., vont choisir une formule mixte. Donc, et là, nous leur proposons les possibilités d'entretien en présentiel et d'entretien à distance. Dans tous les cas de figure, la déontologie est respectée, les trois étapes du bilan aussi, et la restitution d'une synthèse dont vous a parlé tout à l'heure Véronique. Et on a des bilans plus typés, puisque là aussi, on est au contact du marché, on est au contact des salariés. Ce qu'il faut voir, c'est que la notoriété des CIBC, c'est pas de la semaine dernière, hein, donc déjà c'est notre historique, mais aussi c'est notre bonne connaissance du marché du travail, puisque nous sommes en contact par des marchés avec les institutionnels de l'emploi. Hein, on en a cité quelques-uns, Cap Emploi, France Travail, les missions locales. On travaille régulièrement avec des marchés avec eux, donc on connaît leur mode de fonctionnement, leurs demandes et leur public. On connaît aussi le public des salariés dans le cadre du bilan de compétences, hein, avec leurs problématiques, les indépendants aussi. Et on connaît les entreprises, puisqu'on a aussi des démarches donc de formation auprès d'entreprises. Donc, si vous voulez, les CNPC donc, ont une vision très transversale du monde du travail. C'est ce qui fait aussi notre richesse. Et donc, nous avons pu créer, élaborer des bilans en fonction des besoins des salariés et aussi de ce qui arrive aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et puis dans la société. Donc, on a créé un bilan burn-out, donc pour les personnes en situation de souffrance au travail ou après un épuisement professionnel, souhaitant se reconstruire et reprendre confiance en elles. Un bilan santé-travail qui est apprécié donc par exemple par la médecine du travail de la Nièvre qui le propose, hein, puisque il est destiné à toutes les personnes ayant des besoins de se réorienter vers un métier ou un secteur professionnel en adéquation avec une problématique de santé. Pas nécessairement donnant suite sur une RQTH, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc là aussi, c'est un bilan qui est assez demandé. Vous êtes tous employeurs ou salariés, vous voyez bien que la souffrance au travail est aujourd'hui une question éminente dans notre société. Et puis le bilan entreprendre, parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, de salariés ou même de demandeurs d'emploi qui souhaitent créer une entreprise. Alors attention, sur
d'entreprendre, on ne se substitue pas, pardon, j'y arriverai, à nos collègues de la boutique de gestion BGE ou les consulaires CCI, etc., qui s'occupent justement des prévisionnels, des études de marché en lien avec les demandeurs pour la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise. Nous intervenons, et c'est là que c'est très intéressant, nous intervenons sur la posture. Nous faisons ce bilan de compétences pour les personnes qui souhaitent euh, voir s'ils auraient la posture de devenir demain entrepreneurs avec toutes les changements de comportement que ça augure, changement de posture, amélioration des points de vigilance, notamment sur l'investissement, changer de rythme de travail, le niveau de la responsabilité. Donc c'est très intéressant, à mon sens, de faire ce bilan de compétences entreprendre quand on souhaite créer une entreprise par la suite, d'ajuster son profil, de bien comprendre la mécanique comportementale qu'il va falloir mobiliser pour devenir entrepreneur. Ça, bien souvent, beaucoup de gens se lancent sans avoir exploré cette partie-là, qui est aussi importante, à mon sens, qu'un bon prévisionnel ou une bonne étude de marché. Et puis, le bilan en management, donc, qui est ciblé donc, sur le public des cadres et des managers. Donc, euh, alors, encadrants ou non, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire je suis cadre, ben, je veux faire un bilan de compétences pour faire un point, mais aussi je ne me suis pas et je veux le devenir. Donc là, je veux aussi me poser pour réfléchir sur mes points de confort et mes points de vigilance pour améliorer ma posture si j'ai à postuler en interne ou me mettre sur le marché du travail ou aller sur une formation au management, par exemple. Donc ça, un bilan de compétences, j'en ai parlé au tout début, qui peut intéresser l'entreprise, hein. Les salariés en mode direct par leur CPF, qui ont un projet de devenir manager en interne ou en externe, en toute autonomie, viser une formation au management, s'arrimer, se réassurer, mais aussi pour l'entreprise, ça peut être intéressant de mobiliser ce type de bilan. Et j'ai une autre diapositive. C'était la dernière, Bruno. C'est la fin, donc j'ai pas le mot de la fin, donc j'ai la dernière diapositive. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser. Alors, on va voir, on va laisser un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a peut-être, Christine, tu as fait passer les questions au fur et à mesure, c'est super. Il y en a peut-être une qui nous a échappé, mais je pense qu'on a eu la réponse. Peut-être que ça vaut le coup de la redire pour être sûr que la personne a bien eu sa réponse. Dans le cas où le bilan de compétences est mis en œuvre par l'employeur, est-ce qu'il a accès ou non aux résultats du bilan? Non, non, seul le bénéficiaire peut décider de communiquer les résultats de son bilan à son employeur. Au-delà de l'entretien tripartite qui était présenté par Bruno tout à l'heure, ce qui peut être envisagé, c'est ce qu'on appelle d'une façon un petit peu familière la synthèse à deux vitesses. C'est-à-dire que lorsqu'une personne nous exprime le souhait de communiquer une partie des résultats de son bilan, mais sans être obligé de communiquer la totalité, on peut réserver évidemment la version intégrale originale du document de synthèse au bénéficiaire et puis, en concertation avec lui, produire une deuxième version un peu édulcorée qui reprend justement uniquement les points que le salarié a envie, besoin de porter à la connaissance de son employeur. Mais c'est uniquement, encore une fois, quand le bénéficiaire décide, en toute connaissance de cause, de transmettre les résultats à son employeur, que l'employeur en question pourra les obtenir. Il n'y aura absolument aucun autre moyen, il n'y a aucun autre canal. C'est jamais le CIBC qui donne d'une façon directe une copie de sa thèse, par exemple, à un employeur, même si c'est lui qui la finance. Merci pour cette précision, Véronique. Une autre question aussi qui est apparue là il y a quelques instants. Pouvez-vous faire une info rapide sur le reste à charge sur le CPF et sera-t-il applicable sur le site du CPF dès le 1er mai prochain? Vaste sujet. On prévoyait cette question justement. Je dirais même en tant qu'opérateur. Alors je sais que vous le savez tous, il y a
Donc, l'État a décidé de faire un reste à charge sur, alors pas que le bilan, hein, c'est l'ensemble du catalogue, voilà, tout ce qui est sur formation sur le CPF. Alors, aux dernières nouvelles, les choses sont encore un peu troubles et non décidées. Pour l'instant, alors, je ne vais pas prononcer le mot, mais je le dis, il y a peut-être eu un moratoire pour l'instant de rediscussion autour de ça, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant. Voilà. On est sur un statu quo. Ça risque de se produire, mais pour l'instant, on est sur une phase de statu quo. Voilà. Après, je ne suis pas dans les négociations paritaires donc, sur le sujet. C'est vrai que c'est pas très confortable comme situation pour nous en ce moment parce qu'on n'arrive pas à donner une information bien tranchée aux personnes qui posent la question. Si on suppose que le bilan sera traité comme toutes les autres actions inscrites dans le catalogue du compte personnel de formation, bah oui, évidemment, il est susceptible d'être concerné par ce reste à charge. S'il s'il est considéré d'une façon un petit peu, on va dire, privilégiée, parce que ça serait pas une vraie action de formation. Encore une fois, c'est un habillage administratif, mais c'est pas une formation en tant que telle, le bilan de compétences. C'est quand même beaucoup plus une prestation d'accompagnement. Si à ce titre-là, il arrivait finalement à échapper à ce reste à charge, ça serait une bonne nouvelle, évidemment, pour tout le monde. Mais là, c'est un gros, gros point d'interrogation pour tous aujourd'hui. Après, on ne sait pas si ça va être en pourcentage, en euros sonnant et trébuchant. Voilà, il y a eu des tas de choses auparavant, donc ça serait euh, être un petit peu aventureux que de vous dire comment ça va se passer, car c'est pas clair pour nous non plus. Voilà. Donc c'est vrai que c'est encore la grande question qui n'est pas complètement tranchée. Et donc, bon, les jours vont nous apporter les réponses d'ici peu. Bah, tout le monde sera au courant Merci. rapidement, hein, je pense, hein, s'il y a des changements. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vois qu'il y a une dernière réponse. Euh, Alors, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je termine un bilan de compétences pour une reconversion choisie et je m'oriente sur un poste de conseillère en évolution professionnelle. Je souhaiterais faire une journée d'immersion, si possible, au CIBC de Besançon. Est-ce envisageable? En vous remerciant pour votre réponse. Alors, CIBC Besançon, le site de Besançon fait partie du CIBC Formation Conseil. Donc, oui, c'est tout à fait envisageable, hein. Ça serait quand même un comble d'arriver, nous, dans le cadre de nos prestations, à prôner ces immersions auprès d'entreprises et puis finalement de les refuser quand on peut être sollicité justement avec cet autre statut, cette autre posture. Vous pouvez trouver très facilement une fiche contact sur le site internet du CIBC Formation Conseil ou sinon trouver le numéro de téléphone sur les pages jaunes. Et puis voilà, vous allez pouvoir contacter les responsables du site, soit Linda Benaïda, soit Corinne Gros-Lambert, pour mettre en place avec elles les conditions de votre accueil. Parfait, merci. Vous avez des remerciements également de participants pour cette présentation. Merci. Eh bien voilà, donc nous arrivons donc dans le timing tel qu'il nous est été fixé. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons pouvoir en rester là. Voilà. Oui, c'est Ok, très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vais surtout remercier nos invités hein, pour toutes les informations qui nous ont été communiquées, les éclairages qui nous ont été précisés sur l'activité du bilan de compétences et également celui du conseiller en évolution professionnelle qui nous permet donc de mieux distinguer et surtout cette pertinence qu'il y a entre les deux. Merci à vous, Véronique, Bruno. Merci, Maude, pour ton intervention. Et donc, je vous dis à très bientôt et surtout, bon, pour les prochains donc, temps forts, celui du mois de mai, il sera consacré à l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est tout à fait possible dès maintenant.
Et puis donc, je laisse la parole à Maude pour vous donner quelques indications. Merci à tous. Merci. Merci à tous pour votre participation. Alors là, on va clore le webinaire. On vous invite juste pour terminer à répondre à un questionnaire de satisfaction en ligne qui va apparaître à votre écran là dans quelques instants. Nous, ça nous permet de rester dans une boucle d'amélioration continue. Très bonne journée à tous et à bientôt sur les temps forts. Merci à tous. À très bientôt.